Bonsoir Marc Trévidic. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes juge antiterroriste au parquet de Paris. Vous avez notamment publié Au cœur de l'antiterrorisme aux éditions Jean-Claude Lattès. 10 ans après le 11 septembre, est-ce que nous sommes encore sous la menace terroriste ? En France, ce matin, Frédéric Pechner a dit un certain nombre de menaces pèsent sur les Français, sur la France, sur les intérêts français à l'étranger. Oui, je pense que nous sommes toujours sous la menace terroriste. Le problème est de savoir si elle est plus importante aujourd'hui ou il y a 10 ans. Je pense qu'elle était plus importante il y a 10 ans tout de même. Donc je ne fais pas de misérabilisme. Tout ce qui a été fait contre Al-Qaïda, les bombardements américains, il faut bien le reconnaître, et toute cette cohésion qui s'est créée entre les services de renseignement et les justices des différents pays font que maintenant, on lutte assez efficacement contre ces groupes-là. La menace et les fonctions aussi de ce qu'on met en face. Alors, de la même façon, à New York, Hillary Clinton a dit il y a des menaces sur New York. Et vous le savez, la police est sous tension. Cette fameuse unité de police ultra entraînée maintenant contre le terrorisme, 10 ans après le 11 septembre, le NYPD, qui vraiment apparemment a des moyens extraordinaires. Il y a cette menace, elle pèse encore peut-être dimanche sur New York. Comme vous l'avez dit, en face, les terroristes ont maintenant des gens avertis qui en valent d'eux. Effectivement, la police de New York est très compétente avec d'énormes moyens, a arrêté déjà plusieurs attentats ces dernières années. Simplement, il faut bien comprendre une chose, le terrorisme, on va vivre avec. C'est pas quelque chose qui a fini ou commencé au 11 septembre 2001. Le terrorisme est une forme de criminalité très spéciale, mais qui a toujours existé et qui existera toujours. Il y a des moments de pic, des moments un peu moins importants. Peut-être qu'il se passera quelque chose dimanche. Je crois quand même que ça ne peut pas être de l'ampleur. Il y a peu de chances de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Vous êtes relativement optimiste dans le fond. La mort de Ben Laden, les moyens maintenant, la coopération entre les services, ça ce sont des bons points, je dirais, pour la lutte antiterroriste 10 ans après le 11 septembre. Parce que moi j'étais au parquet antiterroriste lors le jour du 11 septembre. Voilà, où étiez-vous exactement? J'étais au parquet antiterroriste dans un local qui il n'y avait pas beaucoup de la lumière du jour et il n'y avait qu'une radio, il n'y avait pas la télé, mais enfin on a écouté à la radio. Et moi je sais simplement, c'est qu'à l'époque, tout le monde tombait de l'arbre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas une chose pareille. Beaucoup de pays sous-estimaient complètement la menace Al-Qaïda, totalement. Il y avait des pays européens qui ne nous parlaient même pas, qui estimaient que ça n'existait pas. Donc on a tellement franchi de cap. Il y a une cohésion aujourd'hui. Nous, Français, on était un peu en avance là-dessus, parce qu'on avait eu les attentats de 95, parce qu'on avait eu... Et de 86 avant. Et de 86. Et même des attentats dans les années 80, complètement notre obédience, qu'on avait subi aussi du terrorisme d'État, parce que des États étaient derrière, notamment la Libye, la Syrie évidemment. Avec le Hezbollah, etc. Donc on était assez armés, surtout on avait des outils juridiques. On avait mis en place un pôle antiterroriste en 86 qui fonctionne de la même façon aujourd'hui qu'en 86. Et les Américains, ils ont pris un peu exemple sur nous. Enfin, on a eu l'impression, après le 11 septembre, qu'il y a eu un désarroi gigantesque des services américains. Et pour cause, il y a de quoi. On va y revenir avec Fabricio Calvi qui est avec nous et qui va nous raconter des choses. Mais est-ce qu'ils nous ont demandé de l'aide? Est-ce qu'à ce moment-là, on a joué un rôle important? Et tout à fait. La DST a joué un rôle important parce que la DST avait une culture de l'antiterrorisme, de faire la différence simplement entre un Jordanien, un Saoudien et un Algérien. Vous voyez, les gens du FBI ne la faisaient pas vraiment. C'est assez. Je l'ai vécu. J'avais un dossier Fateh Kamel à l'époque. Il pensait qu'il était jordanien. Il est algérien, c'est pas pareil. C'est un exemple. Et parce que tout cet apprentissage, cette façon de traiter le problème judiciairement et en renseignement sur des années, produit des policiers compétents qui ont une culture de la lutte antiterroriste. Mais après le 11 septembre, Mathieu Guidère, qui était sur le plateau tout à l'heure d'Olivier Truchot, a évoqué cette différence de stratégie entre les États-Unis et la France. Les États-Unis ont fait la guerre au terrorisme. Exactement. La France a continué sa lutte antiterroriste. Et c'est très différent. Il y a une volonté de taper fort. Alors, ça peut marcher quand même. Et puis, il y a une volonté de travailler sur le fond, en fourmi, et pour démanteler des réseaux silencieux. Il y a quelque chose de plus profond que ça, même. On ne peut pas lutter contre une idéologie uniquement avec des bombes. Ça serait trop simple. Mais l'histoire du monde montre bien que mettre des bombes, c'est efficace, ça tue des gens, mais ça augmente l'idéologie qui est sous-entendue derrière. Et on sait qu'à chaque fois qu'un drone tue un terroriste, finalement, ça peut en créer une quinzaine des vocations de martyrs pour venger ce terroriste. Donc, l'idéologie ne peut pas se combattre uniquement en faisant la guerre, c'est sûr. On peut la combattre par la justice, parce que la justice a quelque chose, une vertu en elle-même, de faire un procès et que les gens s'expriment, qu'on voit la réalité des choses, mais en tout cas pas uniquement par la guerre.
Alors on va retrouver Fabrizio Calvi qui est en direct avec nous depuis donc à Paris, qui vient de publier aux éditions Fayard 11 septembre la contre-enquête. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans ce livre, vous faites des révélations, vous faites cette contre-enquête et vous avez été surpris parce qu'au FBI et à la CIA, on vous a parlé librement. Et parce qu'ils ont été traumatisés par les ratages qui ont abouti au 11 septembre. Oui, j'ai pu rencontrer environ 100-150 agents du FBI, de la CIA, de responsables politiques de la Maison-Blanche pour essayer de reconstituer tous les ratés des différents services secrets américains qui vont mener au 11 septembre. J'ai essayé de comprendre, je n'étais pas du tout satisfait des conclusions de la commission officielle, donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qui avait permis le 11 septembre. Et si vous voulez, les conclusions sont des conclusions totalement effarantes. On s'aperçoit que 18 mois avant le 11 septembre, la CIA savait que 2 des pirates de l'air étaient sur le territoire américain, qu'elle les surveillait, et non seulement ça, elle a tout fait pour que le FBI ne l'apprenne pas, ne le découvre pas, afin sans doute de manipuler, de contrôler les terroristes et de monter une opération contre Al-Qaïda qui s'est retournée contre eux et qui a permis le 11 septembre. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé après cette contre-enquête que vous menez, de la manière dont vous décrivez? Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Juste pour compléter ce que disait monsieur le juge Trévédic, Al-Qaïda, il suffit qu'il réussisse une fois. Il faut qu'il réussisse un attentat. Les Américains ou nous devons parer tous les coups. S'il y a un coup qui est porté, eh ben, il est forcément gagnant, et les Américains fonctionnent toujours de la même manière. Leurs services secrets sont toujours tributaires de leurs sources d'information, qui sont des sources d'information parfois très douteuses, comme je le démontre dans cette contre-enquête, notamment en insistant sur le rôle des agents triples, sur les agents de pénétration d'Al-Qaïda, et ce qui fait que d'une certaine manière, tant qu'on considérera que c'est une guerre au terrorisme qu'il faut mener, et non pas une lutte antiterroriste, eh bien on perdra toujours cette guerre, malheureusement. Merci Fabrizio Calvi, vous êtes d'accord évidemment sur cette distinction, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? En quoi on a progressé? Les Américains ont progressé d'abord eux-mêmes, parce que maintenant il y a des équipes FBI et attorney à New York qui travaillent judiciairement sur le terrorisme, qui arrêtent des gens et pour les juger. Ça, c'est un grand progrès. Il n'y a pas simplement Guantanamo. Ce qui a changé aussi, c'est que tous les services, dans toutes les justices, pratiquement, en tout cas en Europe, en Occident, collaborent efficacement, étroitement. Il n'y a plus de personnes qui pensent que ce n'est pas une vraie menace. C'est aussi un grand changement. Et la mort de Ben Laden, est-ce que ça veut dire qu'Al-Qaïda, c'est fini? On sait que maintenant il y a AQMI au Maghreb islamique, on sait qu'il y a au Yémen, on sait qu'il y a, voilà, il y a des points très très précis, donc on doit être quand même totalement sur nos gardes. Bien sûr, il y a des groupes qui peuvent nous faire très mal. Simplement, la puissance d'Al-Qaïda et la cause réelle des attentats du 11 septembre 2001, c'est d'avoir laissé un groupe se constituer, devenir très fort, prendre le temps de faire un attentat lourd, créer des camps d'entraînement à ciel ouvert. On a laissé les talibans héberger Al-Qaïda. Et inexorablement, en leur laissant 2-3 ans pour faire quelque chose de lourd, ils ont fait quelque chose de lourd. Aujourd'hui, on ne les laisse plus faire. On est dessus tout le temps. Ça leur laisse moins de marge de manœuvre. Il y a eu il y en a encore des otages français, par exemple, aux mains d'AQMI aujourd'hui. Il y a des opérations qui se mènent, hélas. Bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose de très, très sophistiqué. C'est quand même d'un autre ordre. Jamais on n'assurera la protection complètement des Français au Sahel, par exemple. Est-ce que la nouvelle étape dans les révolutions arabes, par exemple, fait qu'on modifie notre regard, que la relation, d'abord à l'intérieur de ces pays, avec la démocratie a changé, et peut-être aussi entre eux et nous, est en train de se modifier? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut diminuer objectivement le danger? On n'a pas assez de recul. Il est vrai qu'il y a une première montée en puissance de l'islamisme au moment où il y avait des dictatures et en contradiction avec ça, notamment en Égypte. Mais les islamistes, les fondamentalistes religieux violents détestent la démocratie. Il n'y a rien de pire pour eux.
Ils préfèrent un bon dictateur qu'une démocratie. Parce que la démocratie, c'est la négation de tout ce qui porte, c'est-à-dire il n'y a pas de loi humaine, il n'y a que la loi divine. Et donc, fondamentalement, on est leur ennemi, la démocratie. Donc, malheureusement, ces groupes extrémistes vont exister, même si demain la Tunisie est une démocratie, même si la Libye le devient ou d'autres pays. Donc, je retiens quand même... Le 11 septembre bis, ce sera difficile, mais on vit et on apprend à vivre avec le terrorisme. Oui, et les moyens modernes de tuer sont de plus en plus sophistiqués et des individus isolés peuvent tuer beaucoup de monde, malheureusement, sans être de grands professionnels. C'est aussi un changement. Je voudrais vous interroger aussi sur l'actualité franco-française, oui, comme juge d'instruction, comme aussi président de l'association des magistrats instructeurs. Vous avez entendu comme moi Frédéric Pechner, qui est le directeur général de la police nationale, qui a confirmé avoir demandé d'identifier la source d'un journaliste du Monde dans l'affaire Bettencourt. On se pose beaucoup de questions. Il a l'air d'assumer une responsabilité claire dans une affaire assez floue, puisque comme journaliste, on est assez choqué de la violation de la loi sur la protection des sources. Vous êtes juge d'instruction. Si vous étiez en charge de cette affaire, vous mettriez en examen le directeur de la police nationale? Alors, précisément, pour un breton, je vais faire une petite réponse de normand. J'ai une collègue, Sylvie Zimmermann, que j'apprécie, et j'ai appris une chose, je respecte vraiment l'indépendance de mes collègues, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui va devoir prendre la décision, et qu'un collègue comme moi vient nous dire, moi, ce que je ferais à ta place, c'est ça, je crois qu'il ne faut pas. Voilà, c'est tout. J'aimerais pas qu'on le fasse dans mes dossiers, donc c'est un juge tout à fait compétent, c'est tout ce que je peux vous dire, elle prendra la décision adéquate. Mais c'est quand même assez inhabituel, même si on connaît des affaires d'écoute à gauche, enfin, dans le passé, qu'il y a, voilà, on n'est pas nouveau, là c'est l'affaire des factures téléphoniques, des fadettes. Néanmoins, quelle suite judiciaire, juridique il peut y avoir? Je ne connais pas le dossier. C'est évident qu'un juge d'instruction est toujours confronté à la même chose. Est-ce que là, j'ai des indices suffisants qu'il y a une infraction pénale de commise, et par qui? Donc, soit je mets en examen quelqu'un, soit je ne le mets pas. Finalement, ça se résume toujours à ça. Simplement, il faut qu'elle ait une liberté totale, qu'il n'y ait pas de pression sur elle, ni de collègues, ni de qui que ce soit pour prendre ses décisions juridictionnelles. C'est pour ça que je ne peux pas répondre aux questions. Et comme policier, il faut qu'il ait l'autorisation de la justice, donc du procureur de la République. Là, c'est simplement le code de procédure pénale. Quand une enquête préliminaire est ouverte, ce que je suppose était le cas, pour faire une réquisition à France Télécom, il faut l'autorisation du procureur de la République. Mais maintenant, je ne sais pas si ça a été le cas dans ce dossier ou pas, ça concerne ma collègue, mais voilà ce qu'est l'état de la procédure pénale. Qui est dans cette affaire le procureur Courroy, en l'occurrence. Oui. Donc c'est aussi une des questions qu'a tranché votre collègue. Bon courage, c'est un dossier difficile et je souhaite bonne chance. Merci beaucoup Marc Trévidic d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci. Restez avec nous. Dans un instant, après le journal de 19h30, notre face-à-face autour du 11 septembre, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé 10 ans après entre le philosophe Luc Ferry et l'historien Alexandre Adler? Nous serons aussi en direct de New York avec le correspondant international de CNN, Jonathan Mann. À tout de suite.